nous commençons par Stéphanie Lacour, qui est chargée de recherche au CNRS, spécialiste, qui est la juriste de l'étape en fait, et spécialiste des nanotechnologies, et qui va nous présenter ses recherches sur le droit et l'innovation dans ce domaine. Et puis ensuite, nous avons M. Thierry Bourgeois qui vient de l'Université de Laval au Québec et qui, après une longue carrière, enfin une bonne carrière dans une entreprise, une grande entreprise privée que les Français connaissent, Alcan, Aluminium, parce que c'est un résultat de la fusion avec Péchinet, et qui est vraiment une personne qui a travaillé à la fois dans donc, une grande entreprise privée et qui est depuis 2003, 10 ans à l'université, adjoint à la vice-rectrice chargée de la recherche et qui est donc vraiment chargée des contrats entre l'université et le milieu. Le milieu, c'est aussi bien les entreprises que les administrations, que les ONG, enfin, tous les acteurs extérieurs à l'université. Et puis, alors, Madame Agnès Paillard, qui est aujourd'hui présidente du pôle de compétitivité Aérospace Valais, après avoir présidé ou dirigé l'agence économique d'Aquitaine, de développement économique, pas tout à fait, Aquitaine, et qui va nous parler très précisément de ce que les innovations d'Airbus, du groupe Airbus et de l'espace posent comme problème juridique. Et M. Saunier, ancien sénateur, ancien maire de Saint-Brieuc, sénateur, a vice-présidé, si je peux m'exprimer comme ça, pendant 10 ans, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, un organisme créé en 83, je crois, par Jean-Pierre Chevènement, qui est justement, qui symbolise bien le questionnement de la société par rapport à la science et aux innovations techniques. Alors Stéphanie Lacour, écoutez, merci et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur du Forum Montesquieu, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais commencer par remercier évidemment celles et ceux qui m'ont invité à participer à cette journée et puis excuser dans la mesure du possible Isabelle de Lamberterie qui aurait vraiment aimé être là aujourd'hui mais qui était retenue par d'autres engagements. Alors quand Benjamin Pelletier m'a appelé il y a quelques jours pour cadrer un tout petit peu ce que je devais dire dans cette table ronde, il m'a dit que je serais effectivement la juriste de l'étape et que la table ronde étant la première de ces journées, j'avais pour vocation de poser le sujet, les enjeux juridiques de la société d'innovation. Énorme charge très lourde, et puis surtout, pour quelqu'un qui travaille comme moi sur un tout petit bout de la société d'innovation, et ben, l'impossibilité de se reposer sur ses acquis. Donc je suis repartie de beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Je suis allée chercher ce qu'était cette société d'innovation et quels pouvaient être les enjeux juridiques. Alors je vous rassure, je n'ai pas réussi à trouver la réponse entière à la question. Mais ceci étant, le premier tropisme d'un juriste un peu paniqué face à un sujet vraiment large, c'est de se référer au vocabulaire juridique. En l'occurrence, quand le juriste est privatiste et qu'il vient d'un labo dirigé par Marie Cornu, il se réfère au vocabulaire Cornu. Alors l'innovation, pour un juriste, c'est la novation. La novation, c'est-à-dire la substitution à une obligation que l'on éteint d'une obligation que l'on crée nouvelle. C'est très différent. Ceci étant, ça vient véritablement du même mot. Au Moyen-Âge, on appelait ça innovatio. Et on a juste coupé le préfixe. Ceci dit, quand on rajoute le préfixe, on se demande si c'est un préfixe privatif, comme c'est le cas souvent du in. Et alors, ce serait l'absence de substitution, l'absence de changement, l'innovation, ce qui serait tout de même étrange. Ou un préfixe locatif, on va chercher à aller vers le changement.
vers la substitution, ce qui serait plutôt conforme au sens que le vocabulaire commun, là, pour le coup, donne au mot innovation l'introduction d'une nouveauté, sachant que, comme le montre cette définition de l'Académie française, la nouveauté, elle peut exister dans tout domaine, le gouvernement, dans les lois, dans un acte, dans une croyance, un usage, une science, et le etc. est extrêmement évocateur. En l'occurrence, ça m'arrangeait plutôt. Alors, ceci étant, le contrat qui m'était donné pour ces journées, il est un tout petit peu plus étroit, et le champ lexical de l'innovation qui est déployé dans les documents qui nous ont été envoyés, c'est celui de l'innovation technologique. Qui a travaillé sur ce domaine de l'innovation technologique et sur ce que signifie l'innovation technologique? Ce sont principalement des sociologues, des économistes. Et en l'occurrence, celui qui a mené les travaux, à mon avis, parmi les plus intéressants sur cette question, c'est un hommage à mon voisin, un Québécois, en l'occurrence un Canadien, Benoît Gaudin, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'innovation comme concept. Qu'est-ce que c'est que ce concept d'innovation et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, derrière le concept d'innovation, on parle d'innovation technologique? Alors pourquoi, je vous en dirai un tout petit mot plus tard, mais comment Benoît Gaudin remonte à peu près au XIIIe siècle pour montrer que l'innovation, elle a énormément évolué dans le sens qu'on lui donne et qu'au départ, l'innovation, c'est l'imitation. Et ce n'est pas du tout un sens qui est étranger au vocabulaire européen et ni même au vocabulaire du droit. Lorsque l'Angleterre a mis en place le système des brevets, par exemple, ce qu'elle entendait promouvoir, c'était de l'imitation et la persistance des brevets d'importation dans le système anglais pendant très longtemps témoigne de cette volonté d'imiter ce qui marchait ailleurs pour l'importer sur un territoire national et faire en sorte que l'industrie se développe. Le sens a progressivement évolué vers la notion d'invention, puis de découverte, ce qui est quand même très différent, d'imagination, de génie, de changement culturel, social, pour arriver aujourd'hui, ce sont les 3 dernières propositions, à l'idée de changement technologique, à l'idée d'innovation technologique, et puis plus précisément, depuis Schumpeter, à l'idée d'innovation commercialisée. Le plus de l'innovation, c'est passé de l'idée scientifique ou technologique à un marché, à une commercialisation, à des usages. Pour autant, les contours de la notion demeurent ouverts. L'innovation peut être individuelle ou collective, elle peut être un processus ou un résultat, et un résultat. Elle peut être une innovation de rupture, une innovation marginale, centrale. Dans tous ces cas, on l'envisage par rapport à la notion d'invention. Et puis, elle peut également être technologique ou sociale. Ça a été dit ce matin. Elle peut être ouverte ou fermée. Ce sont des débats qui émaillent la vie intellectuelle autour de la notion d'innovation. Dans tous les cas, ce que nous dit Benoît Gaudin et qu'on peut constater, c'est que depuis le début du XXe, le concept d'innovation, c'est un concept qui est dirigé politiquement, et qui est dirigé politiquement vers un objectif, améliorer la productivité et la croissance économique. Et ça se sent au travers de l'évolution du vocabulaire en matière de gestion des politiques liées aux innovations scientifiques et technologiques, puisqu'on est passé des années 60 où on avait des politiques scientifiques, aux années 70 où on a mis en place des politiques scientifiques et technologiques, aux années 90 aujourd'hui où ce qu'on déploie, ce sont des politiques de l'innovation, donc avec un tropisme économique beaucoup plus fort que par le passé. Et cet objectif d'innovation, il est parallèlement à cette évolution des politiques scientifiques et technologiques ou des politiques de l'innovation, décliné de plus en plus internationalement, ça va de soi, et décliné aussi, et beaucoup, c'est une des critiques que l'on lui adresse régulièrement, via des mécanismes d'évaluation et de statistiques qui se multiplient et qui sont extrêmement forts dans le domaine. Alors là, je vous ai cité le manuel de Frascati, le manuel d'Oslo de l'OCDE, mais des mécanismes d'évaluation de l'innovation, on en a tout un tas qui se déploient, y compris dans la sphère purement scientifique. Je pense au facteur H, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple. Cet objectif, il a,
vous en doutez, était progressivement théorisé, et la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on pouvait promouvoir l'innovation. Comment promouvoir cette innovation qu'on recherche pour améliorer la productivité et la croissance. Alors évidemment, énormément de modèles ont été proposés pour atteindre cet objectif, en partant des théories de Schumpeter sur la boîte noire et la destruction créatrice. Je ne traiterai pas ici des modèles purement ou majoritairement économiques, par exemple le modèle de Klein et Rosenberg, mais seulement des modèles dans lesquels la question de la relation entre science, technologie, innovation et société est centrale. Et j'en ai sélectionné deux, principalement, qui présentent un intérêt, me semble-t-il, dans la manière de se poser cette question-là. Le premier modèle qui a été proposé par Helga Novotny, Michael Gibbons et leurs collègues au milieu des années 90, c'est le modèle de la nouvelle production des savoirs. Et l'idée dans le modèle que proposaient ces auteurs, c'est d'expliquer qu'à partir des années 60 à peu près, on est passé d'un mode de production des savoirs qualifié de mode 1, dans lequel le savant était isolé, il était globalement soumis à ce que Merton a décrit comme les mécanismes d'autonomie de la communauté scientifique. Un savant qui se situe dans une institution disciplinaire, qui pense détenir une vérité, un savoir universel, que la société se doit d'accepter en bloc, et puis un savoir un tout petit peu isolé, dans le sens où on a beaucoup parlé des savants dans leur tour d'ivoire. Et on est passé au courant des années 60 de ce savant isolé dans son laboratoire à ce que ces auteurs qualifient comme des réseaux de coopération scientifique, réseaux de coopération qui permettent une production de savoirs qui soit distribuée, des savoirs qui soient plus pertinents localement et socialement, et puis des savoirs qui impliquent à la fois comme source et comme objectif une coopération entre les laboratoires, les chercheurs, des institutions qui les entourent, le tout dans des institutions, dans des réseaux hétérogènes associant la recherche, l'industrie, le politique, le grand public. Voilà. Cette théorie, qui se présente au travers de plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage que je vous ai cité sur cette diapo, puis un autre ouvrage de 2000 ans qu'ont repris Michael Gibbons et Helga Novotny, c'est en réalité une théorie performative, c'est-à-dire qu'elle donne à voir une description de la réalité qui, en vérité, est une description très orientée de la réalité. Et elle a beaucoup été critiquée sur ce terrain-là, d'ailleurs, par d'autres sociologues. Et elle donne à voir une réalité qui est celle de la flexibilité des réseaux de coopération. Ce qu'on cherche à atteindre, c'est une flexibilité maximale des réseaux de coopération scientifique et technologique et des réseaux d'innovation. Et puis, une action politique qui se limite, et c'est un des reproches qui a été adressé à cette théorie, qui se limite au profit d'un espace public associant les industriels, le public, le marché, et qui ne prennent pas une place prépondérante. On en retrouve néanmoins des traces aujourd'hui dans d'autres théories proposées par des sociologues et des politologues au sujet de la nécessité d'innover. Par exemple, la gouvernance d'anticipation qui est proposée par David Gustone à l'Université d'Arizona, dont je pourrais vous dire quelques mots si vous avez des questions à ce sujet. Une autre théorie qui a été proposée un tout petit peu plus tard dans les années 90 pour penser les relations sciences-société et pour penser la promotion de l'innovation, c'est le modèle de la triple hélice. Alors, il a été proposé par des auteurs que je vous cite sur la diapo, et je ne vais pas me lancer dans le périlleux exercice de vous donner leurs noms, parce qu'ils sont passablement compliqués à prononcer. Et leur idée, c'est d'expliquer qu'on est passé, là, pour le coup, d'une science pensée dans le cadre d'un modèle linéaire, un modèle linéaire qui correspond au slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933, « La science invente, l'industrie applique et la société suit » parce qu'on lui demande de suivre. Autrement dit, un modèle dans lequel on a une séparation forte entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées, un modèle dans lequel la relation sciences et société et la relation d'innovation est pensée
sur un phénomène de push, c'est parce que la science propose et que l'industrie applique que la société va accepter. Hein, le sens est mono-orienté. Et puis d'une gouvernance, là encore, limitée, autrement dit d'un jeu du politique, limité à l'investissement initial que le politique... Ah, pardon, là, ça a un peu mangé ma diapo. Que le politique accepte de faire dans la science, et puis la confiance qu'il place dans la communauté scientifique. Ces auteurs proposent un modèle qui est très différent, qui est celui de la triple hélice, dans lequel les guides de l'innovation scientifique et technologique sont tout à la fois l'université, bien sûr, la science ne perd pas son intérêt, mais aussi l'entreprise et le gouvernement. Et là encore, c'est ce que Terry Shinn a qualifié d'une théorie performative en 4 points, puisque ces auteurs nous expliquent que les choses se passent très simplement, en 4 temps. D'abord, on a des transformations internes permanentes de chacune des hélices. Chacun des plans gouvernemental, entrepreneurial et académique va avoir une réflexion en permanence sur l'innovation qui va faire varier sa prise de position, mais aussi une coévolution de ces hélices via des jeux d'alliance, de négociation, une émergence de nouvelles structures, et lorsque ces nouvelles structures sont momentanément stabilisées, eh ben, un effet de transition sur l'opinion que chacune des hélices va avoir de ce qu'il convient de faire pour promouvoir l'innovation. Le rôle du politique, encore une fois, il consiste à favoriser les interactions entre les 3 hélices et surtout éviter de freiner l'émergence des niches d'innovation. Alors ces théories, et ma présentation est certainement très partiale, hein, je veux bien le reconnaître, elles ont un certain nombre de points faibles, entre autres celui de limiter le recours aux politiques et assez naturellement au droit. D'autres concepts ont été avancés, hein. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans toutes les théories qui ont été avancées sur la promotion de l'innovation. 2, simplement pour vous dire que toutes ne vont pas dans ce sens-là, même si ce sont celles qui ont l'oreille à l'heure actuelle des autorités publiques. Hein. Au niveau européen, c'est la nouvelle production des savoirs. Dans les pays du Sud, c'est plutôt la triple hélice. On parle également de nouveaux régimes de production des savoirs et d'innovation, avec Dominique Pestre, par exemple, le HESS, qui prend en considération le fait que, finalement, les différences que mettaient en œuvre ou que mettaient en avant les auteurs de la nouvelle production des savoirs entre le mode 1 et le mode 2, elles sont vraiment caricaturales dans cette théorie, et que du mode 1, il y en a toujours à l'heure actuelle, du mode 2, de la coopération des réseaux scientifiques, il y en a toujours eu également, et de l'influence d'un point de vue industriel sur la manière dont on développe des recherches scientifiques, il y en a depuis toujours. Et les travaux de Dominique Pestre mettent très bien ça en valeur. Ou encore d'autres théories beaucoup plus orientées. Je pense par exemple au concept de capitalisme académique qui est développé par Sheila Slaughter et Larry Leslie. Néanmoins, dans tous les cas, ce qui est reproché à ces théories, c'est la montée en puissance de la notion d'innovation et le fait que cette montée en puissance de la notion d'innovation, elle soit concomitante, pour ne pas dire, elle vienne accompagner l'adoption de régimes de gouvernement de l'économie et des sociétés qui sont des régimes néolibéraux, en particulier aux États-Unis. C'est très visible à partir du Bayh-Dole Act dans les années 80. Alors, quelle place pour le droit dans tout ça? Parce que je suis la juriste de l'État, je suis quand même censée en parler un tout petit peu. Quelle place pour le droit? Eh bien, on peut le voir de 2 manières, et c'est traditionnellement de ces 2 manières-là que se pose la question quand on envisage la place du droit face à l'innovation ou face aux sciences et technologies. D'abord, il est vécu souvent comme un univers de contraintes, ça a été dit ce matin, un univers de contraintes qui va venir limiter la liberté des chercheurs et des entrepreneurs, et souvent surestimer, ça a été encore mentionné ce matin au sujet du principe de précaution, surestimer en permanence les risques. Et dans ce cas-là, eh ben, le juriste, on va faire appel à lui comme au mieux un conseil avisé pour mieux cerner et éventuellement éviter, contourner les contraintes. Au pire, on va le vivre comme un empêcheur de tourner en rond
Et c'est souvent comme ça qu'on est vécu dans les laboratoires de recherche, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pour travailler très souvent en interdisciplinaire, la première image, c'est souvent celle-là. Paradoxalement, un autre reproche qui est fait au droit, à l'opposé totalement de ce droit très contraignant et très lourd, c'est celui de son absence. Le droit serait toujours en retard sur l'innovation scientifique et technologique, et ce retard serait lié à une sclérose sociale et politique vis-à-vis de l'innovation qu'il conviendrait de dépasser. Et dans ce cas-là, le juriste, il est au mieux vu comme un traducteur expert des besoins sociaux pour le législateur, et M. Dubos a collé ce matin à ce qu'on n'oublie pas ce rôle-là, et puis aussi parfois vu par les juristes les plus conservateurs, il faut le dire, comme celui qui va interpréter la règle de manière très audacieuse, puisque cette règle n'a pas vocation à évoluer, interprétons-la assez librement. En réalité, je partage l'opinion d'Étienne Vergès sur cette question-là. Le droit, il a plusieurs fonctions quand on le compare, ou quand on l'oppose, ou quand on pense sa relation à l'innovation. Il est d'abord un instrument d'incitation à l'innovation scientifique et technologique, et dans ce cadre-là, il ne sera ni une contrainte ni absent, on va le voir. Il est ensuite une technique d'encadrement de l'innovation scientifique et technologique, évidemment, puisque cette innovation, elle se déploie dans des sociétés qui ont des valeurs que le droit va exprimer. Et puis, il est également, et il ne faut pas oublier cette partie-là qui a une importance cruciale, il est également un terrain d'application des innovations scientifiques et technologiques, que l'on pense par exemple à l'évolution des modalités de preuve, que ce soit en procès pénal ou dans d'autres domaines judiciaires. On voit tout de suite que l'innovation scientifique et technologique, elle a des applications juridiques immédiates. Alors, je ne vais pas vous quitter quand même sans vous dire un tout petit mot des nanotechnologies, qui sont mon domaine de prédilection. Ce sont des sciences et technologies interdisciplinaires. On est en plein dans le mode 2 décrit par les auteurs dont je vous parlais. Alors, juste un petit diagramme pour que vous situiez à peu près l'échelle des nanotechnologies. On est dans le tout petit, le 10 puissance moins 9 mètres. Évidemment, ce sont des technologies extrêmement interdisciplinaires et qui ont également pour objectif d'être convergentes avec tout un tas d'autres technologies, par exemple l'informatique, par exemple la biologie. Ce sont des sciences et technologies extrêmement innovantes. Alors là, je vous ai mis des exemples liés au nanotube de carbone. C'est ce que vous avez en rouge au milieu, le nanotube de carbone monoparoi, qui est vraiment un tout petit exemple de nanotechnologie. Mais à partir de ce seul nanotube de carbone, vous voyez qu'on a des marchés immenses qui s'ouvrent, des marchés dans le domaine pharmaceutique, des médicaments à base de nanotubes de carbone, dans le domaine sportif, les raquettes sont une réalité maintenant sur le terrain, c'est le cas aussi pour les balles de golf ou les cadres de vélo. Dans le domaine de l'électronique, on se sert beaucoup des nanotubes de carbone. Ils sont, de manière générale, les nanotechnologies. L'avenir de la loi de Moore se trouve dans ces composants-là. Vous avez là un exemple de composant électronique et puis un écran flexible. Dans le secteur de l'énergie également, on trouve également d'applications pour les seuls nanotubes de carbone. Dans le secteur textile, dans le secteur de la remédiation environnementale, celui que vous avez en bas à droite, là, entre deux doigts, c'est un filtre pour l'eau. Dans le secteur des plastiques, dans le secteur de la carrosserie, des moteurs. Et puis mon préféré, c'est, on le voit assez mal là, mais qui est juste sous l'application pharmaceutique, c'est l'ascenseur lunaire à base de nanotubes de carbone. Vous savez que la NASA a lancé depuis quelques années un concours international pour créer un ascenseur permettant d'aller sur la Lune, très simplement. Les nanotubes de carbone sont très bien placés dans cette course-là. Ce sont des technologies innovantes, on le mesure, je vous l'ai dit, on fait énormément appel à des statistiques pour mesurer l'innovation, et entre autres, parmi ces statistiques-là, on fait appel aux statistiques brevets. On le mesure là pleinement au travers des statistiques brevets. Vous voyez que la courbe est extrêmement ascendante. On a marqué un tout petit ralentissement après la crise de 2008, mais c'est reparti, je peux vous l'assurer, à l'heure actuelle, avec d'énormes marchés projetés et d'ores et déjà ouverts, comme vous le voyez dans ce tableau très rapidement. Pour autant, ce sont tout de même des innovations extrêmement controversées. Pourquoi ? Parce qu'elles présentent peut-être, pas certainement, mais peut-être des risques pour la santé et l'environnement.
liées à leur échelle, entre autres. Elles présentent peut-être des risques pour les libertés individuelles et collectives, et on pense à tous les travaux qui ont été développés autour de l'application de ces technologies de l'infiniment petit dans le cadre d'une société de surveillance, par exemple. Les mini-drones, vous en avez un exemple, là, il est vraiment minuscule, mais aussi les puces RFID, par exemple. Elles sont peut-être un risque pour l'avenir de l'humanité. La convergence nano-bio-info-cognition fera peut-être naître un homme nouveau, un homme technoscientifique, un post-humain qui inquiète énormément de chercheurs, notamment en philosophie. Elle présente également, peut-être et même certainement, un certain nombre de risques géopolitiques, parce que pour fabriquer ces composants nanoélectroniques dont je vous parlais il y a un instant, on fait entre autres appel à des terres rares qu'on va chercher dans des pays qui n'ont pas nos valeurs sociales et politiques, et ni nos normes de protection au travail. Là, vous avez l'exemple d'une usine d'extraction et de reconditionnement de terres rares en Chine. Ça pose des problèmes d'équilibre géopolitique. Et puis, elle pose également un certain nombre de risques pour nos modèles économiques, notamment, parce que ça a été dénoncé à maintes reprises, en privatisant les nanomatériaux ou les nanotechnologies, on risque de privatiser ce qu'on appelle les briques de base de la matière, autrement dit, de privatiser l'ensemble de la vie telle qu'elle existe aujourd'hui sur Terre, et les économistes ne se privent pas pour le recommander. Vous avez la mention du rapport de Lux Research en 2004 qui disait « Allez-y, la mentalité des propriétés intellectuelles profite aux pionniers, ne pariez pas sur le jockey, ne pariez pas sur le cheval, achetez la piste. Brevetez très tôt, achetez la piste. » C'est là que se situe l'enjeu économique. Ça soulève évidemment... Ah, ma diapo ne marche pas, pour une raison que j'ignore. Ah si, voilà. Ça soulève évidemment un certain nombre d'enjeux juridiques, vous vous en doutez, qu'on peut suivre aux différentes étapes des innovations nanotechnologiques, à la fois dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la production industrielle, puis chez le consommateur et dans l'environnement. Et on a vu se développer toute une littérature juridique questionnant la pertinence du droit des brevets d'invention et des figures contractuelles de commercialisation des brevets tels qu'on les pratique habituellement à l'égard de technologies éminemment interdisciplinaires et de technologies qui vont toucher énormément de champs industriels, puisqu'elles ont la particularité d'être génériques. Des questionnements sur la prise en compte de la spécificité de ces objets infiniment petits et de leur spécificité toxicologique, entre autres, dans le droit applicable en matière de risques chimiques, dans le droit applicable en matière de protection alimentaire, etc. Quelle logique systémique? Est-ce qu'on remet en cause l'ensemble de notre système juridique pour faire face à un objet qui est éminemment nouveau, ou est-ce qu'on adapte de manière spécifique des législations sectorielles? Ce sont des questions qui ont été soulevées. Comment est-ce qu'on mobilise l'expertise scientifique et technologique? Comment est-ce qu'on mobilise le public et le débat public? Ce sont des questions qui ont également beaucoup été traitées dans le cadre des nanotechnologies. Et puis, concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre le principe de précaution face à un certain nombre de risques qui, à l'heure actuelle, demeurent incertains, mais posent question? Et puis, comment est-ce qu'on mobilise également les principes de prévention pour la protection des travailleurs, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui manipulent ces objets? À l'heure actuelle, les réponses sont très partielles. Très partielles. On n'a pas du tout, et ce certainement de manière coupable, remis en question de manière pertinente nos pratiques de protection de l'innovation en matière de propriété industrielle. On a pu mesurer de manière assez violente l'inadaptation de nos procédures légales de débat public pour discuter de sujets scientifiques et technologiques et de sujets d'innovation aussi larges. On mobilise très lentement les résultats d'expertise scientifique et technologique, alors même que nos agences d'expertise sont mobilisées depuis très longtemps, leurs résultats sont peu entendus. Et puis, pour rentrer dans le dur de la réglementation, au niveau européen et au niveau français, on a vu se déployer des solutions extrêmement disparates
Au niveau européen, on a préféré agir législation sectorielle par législation sectorielle et on a adopté un certain nombre de règlements et de directives en ce sens. Au niveau français, depuis les lois Grenelle, on a un cadre qui s'applique non pas aux nanotechnologies, non pas aux nanomatériaux, mais aux substances à l'état nanoparticulaire, c'est-à-dire à un tout petit bout de l'ensemble des nanotechnologies. Autrement dit, quand le droit a véritablement été saisi de la question et quand le droit a été mobilisé comme une réponse à la question de l'innovation dans ce domaine-là, il a choisi de n'appréhender qu'une toute petite partie de la question et de laisser une grande partie de la question entre les mains à la fois des scientifiques et du marché, ce qu'on peut en tout cas interroger intellectuellement, et puis accessoirement, en choisissant de s'attaquer à la question des substances à état nanoparticulaire, il a importé en son sein des définitions qui ne sont pas des définitions juridiques, qui sont des définitions techniques, ce qui, quelque part, remet en cause le fonctionnement même de notre système juridique. Alors, pour terminer sur une note positive, néanmoins, toutes ces théories et toutes ces difficultés auxquelles est confronté le droit quand il traite de l'innovation constituent, je crois, un appel à repenser les relations entre le droit et l'innovation pour replacer le droit comme un élément parmi d'autres dans l'ensemble des régulations possibles dans le domaine de l'innovation. En fonction des spécificités du droit, on n'importe pas aussi facilement que ça une définition technique dans le domaine du droit, entre autres parce que si définition technique il y a, on va à nouveau faire appel à de l'expertise scientifique au moment de l'application du droit. Le juge, il ne va pas appliquer une définition aussi technique que celle qui a été choisie pour les nanomatériaux, par exemple, en droit français. Et ça ne peut se faire pour le volet recherche, qui m'intéresse tout particulièrement, que, me semble-t-il, dans le cadre de réflexion interdisciplinaire avec d'autres sciences humaines et sociales, sur ce que sont les phénomènes d'innovation et sur ce que sont leurs effets sociaux et économiques, pour que le droit prenne toute sa place et la réflexion juridique prenne toute sa place dans le cadre d'une innovation véritablement responsable. Et je finis par un tout petit peu de publicité. Je remercie Olivier Dubos de m'en donner l'occasion. Nous avons créé depuis 8 ans maintenant un réseau qui rassemble tous les juristes français qui se préoccupent des relations entre droit, science et technique. Et ce réseau organise le 11 décembre prochain un séminaire interdisciplinaire associant donc des juristes et d'autres scientifiques de sciences sociales et sciences humaines sur les objets et pratiques scientifiques et techniques. Vous aurez le programme de ce séminaire très prochainement sur le site du réseau que je vous invite en toute hypothèse à aller consulter. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. J'aurais plein de questions à vous poser. Juste une petite question. Vous nous dites le droit, la règle de droit a importé des notions scientifiques dans le droit qu'il bouleverse. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Un exemple très concret dans le domaine des nanotechnologies, par exemple, c'est l'importation de la définition de l'objet de la réglementation, qui est une définition technique. C'est-à-dire que le législateur avait plusieurs possibilités. Soit dire, je vous oblige à déclarer les nanomatériaux que vous mettez sur le marché, et renvoyer la définition de ce que sont les nanomatériaux en question à de la normalisation technique, par exemple. Une norme AFNOR, une norme ISO a très bien pu jouer ce rôle. Soit décider de définir dans le droit, dans le dur du droit, en l'occurrence dans le Code de l'environnement, ce que sont ces nanomatériaux. Et pour les définir, il pouvait faire appel, là encore, à deux possibilités, soit aux catégories connues du droit, ce sont des substances chimiques, par exemple, qui se situent à une échelle particulière, et renvoyer à l'expertise au moment de la judiciarisation du problème, soit adopter une définition purement technologique. Et si vous avez la curiosité d'aller lire les articles du Code de l'environnement qui sont consacrés aux substances à état nanoparticulaire, vous allez voir que la définition, elle est purement technologique et elle est en l'état inapplicable par un magistrat. C'est une certitude. Pour l'appliquer, si la question se pose en justice, et elle se posera nécessairement un jour ou l'autre, de savoir si telle personne qui aurait dû déclarer ne l'a pas fait
et se retrouve à traiter en justice, le magistrat sera obligé de faire appel à un expert. Autrement dit, le simple petit précaré que s'est réservé la norme juridique dans l'immense terrain des nanotechnologies, pour l'appliquer concrètement, il faudra à nouveau faire appel à des forces qui sont extérieures à celles du système juridique, qui pourtant est assez bien organisé pour répondre à ce genre de questions habituellement. Merci. Maintenant, M. Thierry Bourgeois, donc, il va nous parler de sa double expérience à la fois universitaire et privée et de la jonction qu'il a faite sur le plan juridique. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Forum Montesquieu pour l'invitation qui m'a été faite. C'est très apprécié. Monsieur Dubos également, je vous remercie infiniment. J'ai la chance de pouvoir vous entretenir pendant, je l'espère, moins de 15 minutes sur la façon dont nous, à l'Université Laval, on aborde la question des enjeux juridiques qui sont liés à la société de l'innovation. Donc, vous avez un contexte qui est un contexte universitaire et dans un milieu qui est le milieu québécois et essentiellement canadien. Tout d'abord, je tiens à préciser que le bureau de liaison université-milieu que je gère essentiellement, effectivement, c'est un bureau qui relie l'université au monde extérieur. Et quand on parle de milieu, ça n'a absolument rien à voir avec la mafia, hein, qu'on s'entende là-dessus, là, ce n'est pas du tout l'objet. Mon bureau, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est au 14e étage de cette tour que vous voyez, qui ressemble d'ailleurs au World Trade Center, qui a une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Et pour votre information, cette photo a été prise en été, parce que quand je suis parti avant-hier, j'avais 3 mètres de neige sur mon terrain. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose en hiver. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres sur l'Université Laval. D'abord, au niveau de l'enseignement, c'est une université qui comporte 16 facultés, dont une faculté de droit, effectivement. 48 000 étudiants inscrits, qui ne sont pas tous évidemment des étudiants à temps complet, et dont 12 %, c'est à peu près 6 000, qui sont d'origine étrangère. 1400 professeurs réguliers, 1200 chargés de cours, 737 ententes avec 526 établissements d'enseignement dans 70 pays à travers le monde. Donc, ça fait quand même passablement d'ententes. Je ne vous dirai pas qu'elles sont toutes très vivantes, mais quand même, ça donne une idée là, du rayonnement. Et on a aussi la chance et le privilège d'avoir une relation avec l'Université de Bordeaux, et c'est peut-être aussi une des raisons de ma présence ici aujourd'hui. En ce qui concerne la recherche, l'Université Laval est la 7e au Canada en termes de budget de recherche. Donc, plus de 300 millions de dollars sont investis essentiellement à chaque année dans le domaine de la recherche à l'Université Laval. 39 centres de recherche dans toutes les disciplines, 168 chaires de recherche, dont 63 sont en partenariat avec le milieu. Présentement, au moment où on se parle, on a 144, peut-être 145 licences d'utilisation ou d'exploitation commerciale qui sont actives. Une moyenne de 47 déclarations d'invention par année depuis les 5 dernières années. Une moyenne de 21 licences accordées par année, encore une fois, depuis les 5 dernières années. Et, encore une fois, au moment où on se parle, 542 brevets qui sont actifs, dont près de la moitié sont présentement sous licence. Les revenus de licence pour l'année en cours qui se termine dans moins d'un mois, en fait, qui se termine pour nous le 30 avril, les revenus de licence sont de l'ordre de 3,5 millions de dollars. L'innovation, on en a donné tout à l'heure avec Mme Lecourt une définition. Je m'en tiendrai à celle de Wikipédia, qui est essentiellement donc une amélioration, un produit, un service d'un procédé ou d'une de leurs composantes et qui est utilisée ou exploitée. Mais il ne faut pas oublier qu'une innovation, à mon sens, à moi, ça va beaucoup plus loin que ça et ça se prolonge aussi dans le cadre d'une démarche d'affaires qui consiste évidemment à amener cette amélioration, essentiellement jusqu'à l'utilisation ou peut-être la commercialisation, en passant par toutes sortes d'étapes, le mûrissement de la technologie, parce que quand ça sort de l'université, ce n'est pas nécessairement prêt à être exploité, le prototypage, le développement, le respect des normes réglementaires, les plans d'affaires, la mise en marché, la distribution et la vente, et j'en passe.
Et c'est aussi et surtout un travail que nous, on veut, un travail collaboratif entre le développeur, évidemment, bon, on parle de l'université dans cette définition, mais aussi le preneur. Le preneur, c'est celui qui, éventuellement, est intéressé à l'exploiter ou à l'utiliser. Et ça, évidemment, dans le but d'en arriver à un produit final. Le droit, vous le savez probablement déjà, en tout cas les gens de l'Université de Bordeaux doivent le savoir déjà, le droit, il est omniprésent en contexte d'innovation. D'abord, parlons simplement de la recherche contractuelle collaborative. Donc, ce que nous, on appelle au Québec la recherche contractuelle collaborative, c'est celle qui se fait en relation et en lien avec le milieu. Donc, que ce soit des entreprises, que ce soit des ministères gouvernementaux, que ce soit des organisations à but non lucratif, etc. Ça génère énormément de travail et de suivi au niveau, évidemment, de conventions de recherche. Mais n'oubliez pas aussi ce qu'on appelle les fameuses ententes de transfert de matériel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit, dont vous avez déjà entendu parler, mais à chaque fois qu'un produit est transféré d'une université à une autre, maintenant, il y a un document qui doit l'accompagner et qui, évidemment, définit les droits du récepteur par rapport aux droits du propriétaire, et etc., etc. Donc, ces documents-là, que ce soit les engagements de confidentialité... Quand vous dites matériel, On parle de matériel éventuellement biologique, principalement. Il faut s'entendre là-dessus. Ça peut être des petites souris, comme ça peut être aussi des souches de cellules, comme ça peut être bien d'autres choses. Et ça, vraiment, c'est en forte croissance, en tout cas dans les universités québécoises et canadiennes. Les engagements de confidentialité aussi, de plus en plus, lorsqu'on entreprend une relation avec une entreprise, qu'elle soit une petite PME ou une grosse multinationale, on nous demande de signer des ententes de confidentialité avant même de commencer à parler de partenariat en recherche. Le deuxième domaine, en tout cas en ce qui me concerne, où le droit est omniprésent et très important, c'est celui de la propriété intellectuelle. Je parle là, évidemment, de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les brevets, le droit d'auteur, la marque de commerce, ce qu'on appelle aussi les obtentions végétales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le dessin industriel et toutes ces choses. Et il faut comprendre aussi que la propriété intellectuelle est au centre des préoccupations universitaires. Il faut comprendre que c'est des politiques et des règlements qui régissent ce droit d'auteur, qui peuvent varier d'une université à l'autre d'ailleurs, mais c'est très important et ça doit être mis à jour assez régulièrement. Nous, à l'Université Laval, on a une politique sur les brevets et les inventions qui date de 1974. En 1974, les ordinateurs, les téléphones cellulaires et tout ça, il n'y en avait pas des tonnes. Alors, tout ce qui est virtuel, c'était plutôt rare. Alors, il serait temps peut-être de la mettre à jour et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs cette année, de mettre à jour cette politique. Transfert technologique, évidemment, vous le comprendrez. Dès qu'on parle de transfert, on parle d'ententes de gestion de propriétés conjointes qui peuvent avoir été développées entre deux universités ou avec un partenaire industriel. On parle aussi d'ententes de partage de revenus avec les inventeurs, parce qu'à l'Université Laval, notre politique indique que 50% des revenus perçus par l'université, les revenus nets, moins les dépenses donc, vont être partagés avec les inventeurs. Et évidemment, les conventions de licence qui sont un gros morceau, lourd, important, où le risque et le gain sont à la fois tous les deux élevés. Les entreprises dérivées, il ne faut pas l'oublier, on peut en créer des entreprises dérivées, on peut les accompagner, on peut avoir des conventions entre actionnaires, on peut travailler aussi avec des gens de l'extérieur. Nous, on a une société de valorisation, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est un peu, je crois, l'équivalent des SAT que vous avez développé ici en France, qui font un peu le même boulot et qui vont tenter de transférer ces innovations dans le monde qui nous entoure. Et une dimension aussi qu'il ne faut malheureusement pas oublier, qui est réelle, même si elle est rare, et très sincèrement, elle est, quand je regarde ce qu'on a en termes de budget, 300 000 $, et les litiges qu'on a, je me dis, finalement, on est quand même relativement chanceux. Mais il suffit, entre vous et moi, d'un seul gros litige pour que ça vous gâche la semaine. Ça, c'est sûr et garanti. Les litiges, ça peut être tout petit, ça peut être un défaut de paiement qu'on peut régler très facilement. Ça peut être un partenaire qui est vraiment insatisfait
Puis ça peut aller évidemment jusqu'aux poursuites. Alors, comment on fonctionne à l'Université Laval? Alors, le Bloom, là, il faut que je vous explique encore une fois. Le Bloom, c'est l'acronyme du Bureau de liaison Université-Milieu. Ça n'a absolument rien à voir avec Léon Blum, d'accord? Alors, nous, ce qu'on fait, essentiellement, on s'occupe de travailler directement avec des firmes d'avocats qui sont spécialisées en droit de la propriété intellectuelle. Donc, on a 8 firmes qui ont été présélectionnées à partir d'un appel d'offres essentiellement, pour agir dans ce domaine-là. Et on les choisit en fonction de leur spécialité. C'est-à-dire que l'expertise d'un agent de brevet est très importante dans le choix de cet agent de brevet. On travaille aussi directement avec des firmes qui sont spécialisées cette fois en droit des affaires. Hein, quand on fait une licence, par exemple avec une grosse multinationale pharma, en général, on essaie d'avoir toujours, on a un avis d'avocat là-dessus. Il y a des questions peut-être un peu plus simples aussi sur les contrats qu'on peut gérer directement avec eux. Par contre, pour ce qui est des litiges, de quelque nature qu'ils soient, ça c'est géré au central. Alors l'Université Laval a un service légal, appelons ça comme ça, un contentieux, au bureau du secrétaire général, qui est composé de 6 avocats qui travaillent essentiellement dans le domaine du litige, mais qui sont aussi très capables de nous aider dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans le domaine du droit des affaires. Donc, ce sont des gens avec qui on travaille assez régulièrement. Et c'est évidemment le contentieux, donc le bureau du secrétaire général, qui va gérer directement les litiges. Bon, on va parler maintenant de comment on fait un partenariat de recherche avec l'Université Laval, que ce soit pour un projet de recherche, que ce soit aussi pour une licence d'exploitation ou un transfert technologique ou autre. D'abord, il faut définir avec le partenaire ses attentes et son intérêt. Et malheureusement, je vous dirais que ce n'est pas fait par moi, c'est fait directement par le chercheur et souvent un chercheur du partenaire. Donc, ça se fait lors de congrès, ça se fait lors de rencontres. Et bon, on dit, voilà, on a un intérêt commun et on aimerait bien travailler ensemble. Et ensuite, là, évidemment, il faut commencer à s'entendre sur les livrables du projet, le budget du projet, la durée, puis établir une espèce de feuille de conditions ou de term sheet en bon français, des principaux éléments sur lesquels on a cet accord de principe. Et c'est là où, en général, le Bloom intervient. La première partie, on est très rarement là. La deuxième partie, par contre, on commence à être intégré. Et entre vous et moi, déjà, à ce niveau-là, il peut y avoir des implications de certains de nos avocats, soit à travers les firmes qu'on contracte ou encore du contentieux. Par contre, on utilise, nous, ce qu'on appelle des modèles de convention qu'on a développés, une vingtaine de modèles qui ont été développés en 2004 et qui sont mis à jour régulièrement. Et évidemment, si on s'écarte de ces modèles de base, c'est évident qu'à ce moment-là, on doit avoir une grosse permission et le document doit être approuvé. Je vous dirais qu'on a quand même la chance de pouvoir utiliser notre modèle dans à peu près 75% des situations. Évidemment, lorsqu'on travaille avec une multinationale, en général, on travaille avec ses propres documents, mais on essaie, dans la mesure du possible, de pousser nos propres choses. Les enjeux juridiques de l'innovation pour l'Université Laval, ils sont nombreux. On en a parlé tout à l'heure, Mme Lacour l'avait mentionné, et elle a tout à fait raison. Nous sommes des peureux de nature. Alors, il faut le comprendre, il faut le saisir. On travaille avec de l'argent public, c'est de l'argent des contribuables, donc de vos poches, des miennes. On essaie d'éviter, dans la mesure du possible, évidemment, tout ce qui est risqué. Alors évidemment, on retrouve ces dangers-là dans les clauses de garantie, les clauses de responsabilité, les clauses d'indemnisation. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'il existe des pare-feux miracles qui pourraient séparer l'université de l'innovation commercialisée? Je pense qu'il faut les créer, ces pare-feux. Je pense que certains modèles sont déjà en place, mais c'est un élément important pour les universités. L'autre point majeur, et je ne parle pas encore d'argent, hein, vous voyez que les points majeurs ne sont pas nécessairement des points financiers. C'est ce qu'on appelle la protection, la préservation et le maintien
de la notoriété et de la réputation de l'université. Une réputation, vous savez, ça se construit en toute une vie. Et combien de temps ça prend pour démolir une réputation? Peut-être une journée ou quelque chose comme ça. Et après, si on veut rétablir la réputation, c'est beaucoup de travail. Alors évidemment, la notoriété, la réputation de l'université, elle est dans notre mire à chaque fois. Nos chercheurs ont un besoin important de pouvoir publier, et ça doit être absolument non négociable dans nos ententes, ainsi que d'avoir le droit d'utiliser les résultats de ces recherches à des fins d'enseignement et de recherche. Donc, c'est une licence non exclusive qu'on demande pour des fins de R&D. On pense qu'on doit viser une protection par brevet qui soit solide, ça veut dire un bon brevet, mais pas nécessairement une protection qui soit large. Pour une raison très simple, c'est que, et j'imagine que c'est la même chose à Bordeaux, je ne me suis pas renseigné, mais vous pourrez me le mentionner tout à l'heure. Je crois que le problème qu'on a, évidemment, c'est qu'on n'a pas les budgets pour couvrir des étendues territoriales comme le monde. Donc, il faut faire des choix. Et évidemment, dans un contexte nord-américain, nous, les choix qu'on fait, c'est d'abord, évidemment, le Canada, parce qu'on aime bien que les entreprises s'implantent chez nous. On aime évidemment les États-Unis, parce que c'est tout à côté. L'Europe, parce que c'est un beau marché, mais ça s'arrête pas mal là. Le Japon, la Chine, de temps en temps, les Indes peut-être, parce que c'est pas très cher. Mais le Liechtenstein, le Luxembourg, c'est pas très fréquent. Là. Il faut s'entendre là-dessus. Et Hong Kong non plus. Des ententes gagnant-gagnant. Parce que le jour où votre partenaire, si jamais il apprend qu'il est perdant et que vous êtes gagnant, il ne sera pas de bonne humeur. Et ce qu'on cherche essentiellement, c'est d'établir des partenariats à long terme. Un partage équitable des revenus, ben oui, il faut comprendre que d'abord, on ne devient pas riche à faire du transfert technologique dans un contexte universitaire. Pour une raison très simple, c'est qu'on doit le partager avec tout le monde. D'abord, ce qu'on reçoit, c'est une part, évidemment, sous forme de redevance des revenus de commercialisation. Mais ce revenu-là, il est partagé. Il est partagé d'abord avec les inventaires, donc il y en a la moitié qui va aux inventaires. Et la moitié qui reste à l'université de ces redevances, elle est aussi partagée avec les autres institutions qui ont participé au développement de la technologie. Donc, c'est essentiellement par exemple, si on travaille avec un centre hospitalier qui est affilié à l'Université Laval, nos chercheurs sont basés là, on doit partager avec le centre. Donc, c'est seulement 25% qui reste à l'université. Et le dernier point aussi, qui est peut-être aussi important, quand on se donne la volonté de mettre en place des ententes et quand on se donne aussi la volonté de protéger par brevet, il est important aussi d'avoir la volonté, à mon avis, et la capacité de faire respecter ces droits-là en prenant des mesures adéquates. Alors évidemment, là, c'est là où entre en jeu la question de litige. Donc, le droit en contexte d'innovation, il est omniprésent, on l'a vu. Il est aussi indissociable de toute démarche d'innovation technologique et je dirais même d'innovation sociale. On en parlait tout à l'heure entre nous. Il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a l'innovation sociale. Et une innovation sociale, pour être transférée, à mon avis, devrait bénéficier du même encadrement qu'une innovation technologique. On ne devrait pas transférer d'innovation sociale à quelqu'un d'autre, à moins d'avoir évidemment une entente à cet effet. La recherche et l'innovation en milieu universitaire se font aussi en collaboration avec le milieu. Chez nous, c'est 25% du budget de recherche de l'Université Laval qui provient des contrats. Et ce qu'on vise, je vous en parlais tout à l'heure, c'est d'abord une relation d'affaires avec le milieu que l'on espère à long terme. Il faut que cette relation soit encadrée adéquatement, idéalement avant le démarrage des projets et non après. Parce qu'évidemment, quand on fait du rattrapage, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je me suis permis d'essayer de définir ce que je considérais personnellement, et ça n'engage pas mon institution, comme étant un bon avocat dans le domaine de l'innovation. Alors, d'abord et avant tout, il faut que ce bon avocat soit issu de l'Université de Bordeaux, ça c'est sûr, et de l'Université Laval, bien sûr aussi, bien entendu, parce qu'on a notre faculté de droit, mais ça s'arrête là. Okay? C'est aussi une aide extrêmement précieuse quand il est assis avec vos côtés, bien sûr,
et ça peut devenir une bête féroce quand il est assis devant vous. C'est un conseiller avisé qui ne compte pas ses heures et qui surtout ne les charge pas trop cher. Quelqu'un qui connaît la réalité de la recherche et de l'innovation. Et ça, je crois que c'est important. Et Mme Lacour, qui est assise à côté de moi, je pense qu'elle est très, très bien placée pour le faire. Quelqu'un qui parle bien, ben ça, évidemment, vous parlez tous bien, mais qui prend aussi le temps d'écouter, quelqu'un de disponible et efficace, qui va au cœur du problème, quelqu'un qui vous souffle de bonnes idées et qui vous laisse croire que vous les avez eues, quelqu'un qui n'aime pas les risques que vous prenez et qui vous le fait savoir, et quelqu'un qui devrait surtout, et ça j'y tiens, être impliqué tôt dans la démarche d'innovation. Plus on implique nos avocats tôt dans des dossiers, disons, difficiles, plus on le récupère, plus on gagne à la fin. Et je tiens à féliciter tous ces gens qui sont dans la salle, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'innovation, parce que le travail juridique dans ce secteur-là est, à mon avis, aussi important que le travail de relations de recherche ou de relations d'affaires avec le milieu. Finalement, j'aimerais quand même vous mentionner qu'il ne faudrait pas oublier de reconnaître la part des inventeurs ou des innovateurs eux-mêmes, parce que c'est la pépinière à partir de laquelle on se nourrit mutuellement. Ce sont ces gens-là qui ont des bonnes idées, en général des idées de génie. Et ce que vous voyez devant vous, c'est une activité qui s'est tenue le 19 mars 2013 à l'Université Laval, où on avait réuni la quarantaine d'inventeurs qui avaient développé 26 inventions essentiellement, qui avaient été protégées dans l'année. C'est important de les reconnaître, ils apprécient ça. Et c'est une fois par année, une poignée de main avec le recteur, puis un petit cadeau souvenir, ça fait du bien. Et pourquoi pas reconnaître les avocats et peut-être aussi le responsable du Blum, quelque chose comme ça. Et j'espère vous dire aussi que le 22 avril 2014, donc juste avant la soirée reconnaissance pour les inventeurs, on tiendra cette année pour la première fois une activité reconnaissance dans le domaine de l'innovation sociale. Et ça aussi, je crois que c'est très, 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 très important de reconnaître ça. Ça se mesure peut-être pas en dollars, l'impact de l'innovation sociale, mais ça se mesure en façon d'agir, en façon de voir, en façon de penser, en façon d'être. Et ça vaut des fois beaucoup plus que de l'or. Voilà, j'ai terminé. Merci. On peut en savoir un mot de cette innovation sociale ? Pardon ? On peut en connaître un petit bout de cette innovation sociale ? On peut vous en parler très rapidement. En fait, c'est tout nouveau, notre intérêt dans ce secteur-là, et ça correspond d'ailleurs au changement de notre nom, du bleu, donc c'était le bureau de liaison université-entreprise, au Blum, donc bureau de liaison université-milieu, parce qu'on s'est rendu compte que l'innovation technologique rejoint 3 facultés chez nous. La médecine, bien sûr, les sciences et génies, et l'agriculture, alimentation essentiellement, pharmacie aussi un peu, mais très peu de gens. Alors que l'innovation sociale, ça rejoint autour d'une quinzaine je dirais pratiquement toutes les facultés. Pour l'activité du 22 novembre, on a eu 31 candidatures qui ont été déposées. On en a sélectionné 15 qui nous apparaissaient véritablement être des innovations sociales. Et je vous avoue que sur ces 15, elles ont toutes des partenaires. Donc, on veut à la fois reconnaître les chercheurs eux-mêmes, bien sûr, oui, ils sont de chez nous, mais on va inviter les partenaires. Et c'est cette synergie entre l'université et le milieu qu'on essaie de mettre en valeur, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup de conflits ? Vous avez parlé d'accords de confidentialité entre les entreprises et l'équipe de recherche. Et après, vous nous avez dit que c'est important de publier, de faire savoir ce qu'on a trouvé. Vous avez beaucoup de conflits à ce propos ? Ça dépend de l'interlocuteur. Et ça dépend de ce qu'il veut. Normalement, ça passe très bien. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir un délai de 6 mois avant la publication à des fins de protection. Autrement dit, s'il y a quelque chose qui a de la valeur, qui doit être protégé, on va laisser le temps
de faire cette protection-là, et ensuite on va publier. Mais le délai maximal, c'est 6 mois. C'est de 6 mois. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Madame Agnès Paillard, qui est Airbus Group et présidente du pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui a des exemples très précis de conflits ou difficultés entre le droit et l'innovation technique ou technologique. Merci. Alors écoutez, oui, je vais essayer d'être très pragmatique, puisque la raison de ma présence ici est effectivement, comme l'a rappelé Olivier Debos, on s'est rencontrés et on s'est dit, tiens, on a peut-être des choses à se dire pour améliorer finalement la diffusion des technologies issues de la filière que je représente. Donc je rappelle quand même quelques petites notions liées au pôle de compétitivité. Donc c'est une politique qui a été mise en place en 2005, qui consiste à regrouper des communautés issues d'une même filière. Donc en l'occurrence, nous sommes sur Aquitaine et Midi-Pyrénées, donc Toulouse, Bordeaux, Pau, Tarbes rapidement. Nous avons donc essentiellement des industriels dans le domaine de l'aéronautique, du spatial, donc lanceurs, satellites et applications spatiales, et aussi ce qu'on appelle des systèmes embarqués, c'est-à-dire en fait toute l'intelligence qui est à bord de tous ces systèmes-là, et un peu d'automobile, un peu de ferroviaire. Et en fait, donc les pôles de compétitivité ont dans leur ADN, alors je ne vais pas répéter parce que c'est un petit peu la remarque qu'on se faisait avec mon voisin, M. Saunier, on s'aperçoit finalement que ce qui vient d'être dit par M. Bourgeois est à peu près transposable à la manière dont nous fonctionnons maintenant. C'est aussi peut-être quelque part une sorte d'internationalisation des méthodes d'innovation qui font que nos processus sont assez voisins. Donc on monte des projets de recherche collaboratifs avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire des accords de consortium, des accords de confidentialité, des publications avec des délais que les industriels négocient avec le monde académique. En gros, c'est assez transposable. Donc notre principale mission est de monter des projets de recherche et développement collaboratif. Donc plutôt, vous savez qu'on a une notion de ce qu'on appelle Technology Readiness Level, c'est-à-dire qu'en fait on se positionne par rapport à ce qui est la recherche fondamentale jusqu'à la recherche qui va permettre de mettre un produit sur le marché très très rapidement. Donc on a une échelle qui est en gros de 1 à 9. 9, on est très près du marché. 1, on a de la recherche quasi fondamentale. Et nous, on est à peu près au milieu, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un TRL, de l'ordre de 5-6 en gros, maximum 6. Technology Readiness Level. D'accord. Voilà, c'est une échelle qui avait été mise en place au départ par la NASA et qui maintenant est adoptée pratiquement, enfin au moins dans le monde de la recherche, peut-être pas biologique, mais dans la recherche physique, chimique, etc. Voilà. Donc on est à des niveaux de maturité de la recherche qui font qu'on est assez loin encore des problèmes de concurrence frontale. C'est-à-dire qu'on arrive à faire que des concurrents assez proches les uns des autres arrivent à travailler ensemble de manière assez facile dans des projets de recherche et développement qui sont portés par le pôle de compétitivité. Donc nous, en l'occurrence, dans notre domaine, on est des gros consommateurs de recherche et développement, qui n'est pas à opposer à l'innovation, mais je vais bien faire la distinction entre les deux. Donc on est dans l'acquisition de savoir-faire fondamentaux qui sont très importants pour nous. On a des enjeux dans notre domaine, de l'aéronautique et du spatial, qui nécessitent vraiment un gros investissement de recherche. On a des impératifs de consommation de nos avions, d'allègement des structures, de diminution du bruit. Donc on a des marches technologiques très importantes à faire qui, si on ne les fait pas, nous n'aurons plus la possibilité de vendre nos produits parce que l'acceptabilité sociétale de nos produits fait que on ne pourra plus voler si on fait trop de bruit. Enfin, vous voyez ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc on a vraiment des enjeux très importants. Or, la demande, par exemple, de transport aérien est en forte croissance partout dans le monde. Vous entendez partout que Airbus vend des avions par paquet de 100. Donc on est très content de ça. On a, grâce à ça, une dynamique très très importante. Mais pour autant, on est tout à fait conscient que c'est aussi un édifice fragile et que si nous ne prenons pas garde à franchir toutes ces étapes technologiques, nous ne pourrons plus voler. Donc on a un champ d'innovation très important devant nous, mais on a aussi un champ d'innovation et de technologie, un socle de technologie disponible très important derrière nous. C'est-à-dire
on a aussi, et la France à cet égard, il faut bien en être conscient, a un patrimoine de recherche extrêmement important, notamment dans le domaine du spatial. On est un peu les pionniers du domaine, même si maintenant on nous fait croire que c'est une grande aventure européenne. Le centre de gravité est en France. Il n'y a pas d'Européens, là, on peut le dire. Si, oui, il n'y a pas d'Européens. Enfin, il faut le savoir. Je veux dire, on fait croire comme ça qu'on est tous des copains et qu'on est tous arrivés à peu près au même moment. C'est pas vrai. La France a une avance très importante dans le domaine du spatial. On a une de mes collègues, ex-collègues qui était en face de moi là-bas, qui hoche la tête. Je crois qu'il faut le dire. Il faut être fier de ça. Alors, compte tenu de ça, et c'est pas que dans ce domaine-là que nous avons une avance très importante. On est une population en France d'ingénieurs. On forme les ingénieurs, je ne vais pas dire les meilleurs du monde, même si j'en fais partie et j'en suis fière. On a des formations scientifiques qui sont reconnues dans le monde comme étant vraiment, vraiment très, très performantes. Très conceptuelles, c'est-à-dire assez peu pratico-pratiques. Quand on nous met face à un petit circuit électrique, quelquefois on se gratte un peu la tête. On sait bien définir toutes les méthodes en amont. Mais on a tous les étudiants qui sortent des études scientifiques françaises, ils partent aux États-Unis, ils se baladent. On est vraiment très très pointu, on a des études, alors c'est très élitiste nos méthodes de faire, mais on a cet avantage-là, on est un peuple d'ingénieurs et on est très très fort. Donc il faut en être fier. Autre point, nos entreprises sont dirigées que par des ingénieurs. C'est-à-dire que vous regardez bien à la tête de toutes nos grandes entreprises françaises, vous avez beaucoup de commerciaux, mais vous avez quand même... Vous regardez bien à la tête des entreprises du CAC 40, ça m'étonnerait bien que vous n'ayez pas un polytechnicien à la tête, franchement. Vous regardez bien, il n'y en a pas beaucoup. Écoutez, le PDG de Saint-Gobain, il est ESSEC. Oui, alors, et ENA. Ok. Non, mais d'accord, il y en a. Bruno Lafont, qui est PDG de Lafarge, il est HEC et ENA. Oui, mais... donc les commerciaux... Oui, les commerciaux sont très performants aussi et pointent leur nez, mais c'est tant mieux, je pense que c'est une bonne prise de... Plus que pointer leur nez. Mais quand vous regardez, pas trop quand même. Pas trop quand même. Enfin, moi, dans le domaine que je connais bien, je peux vous dire qu'il y a des ingénieurs à tous les niveaux. Les polytechniciens ont encore de beaux jours devant eux. Je ne m'en plains pas. Je pense qu'on est dirigé par des gens de ils sont égarés dans la finance, les polytechniciens, les centraliens. Donc, ils se sont perdus. Ils se sont un peu égarés. Mais vous en avez à tous les niveaux aussi. C'est-à-dire que vous avez quelquefois des patrons financiers, des patrons RH qui sont aussi des anciens ingénieurs. Donc on est vraiment baigné dans la noblesse de la technique. Vraiment. On considère ça à tous les niveaux comme quelque chose qui a de la valeur et qui fait partie de l'aristocratie du savoir. Le savoir scientifique est très respecté et très partagé dans ces domaines-là. Voilà. Et on a donc un patrimoine... aux enjeux juridiques. Voilà. Non mais ok. Oui, donc on a un patrimoine de recherche qui est très important. Et pour autant, donc, vous avez par exemple Google, que vous connaissez, a mis sur le marché un logiciel qui s'appelle Street View, que tout le monde connaît bien. Street View, c'est issu des images qui ont été vendues par Spotimage, donc une société française, qui maintenant est dans le groupe ADS, qui était Astrium Airbus maintenant, et qui a été développé par un ingénieur français. Le logiciel Street View a été développé par un ingénieur français qui est parti chez Google fabriquer ce logiciel Street View. Donc, première question, pourquoi ce genre de choses n'est pas né chez nous? Franchement, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, c'est nous qui avions les savoirs, c'est nous qui avons les concepts, c'est nous qui avons les images, c'est pas nous qui avons fait le produit. Donc c'est quand même un peu bizarre, quand même. Autre sujet, la Google Car. Donc là, pareil, j'en veux pas à Google, je respecte totalement, c'est absolument merveilleux. Mais voilà, la Google Car, donc une voiture qui marche toute seule. Nous, ces technologies-là, on les possède depuis des dizaines d'années. On est capable de faire avancer une voiture toute seule, pilotée par un satellite, de manière très facile, ça existe déjà, mais le point qui a bloqué, c'est que juridiquement, c'est impossible de mettre une voiture comme ça sur nos routes. C'est impossible. Pourquoi ? Voilà, c'est impossible, mais parce que les réglementations, le principe de précaution fait qu'il y a des barrières qui font que ces produits-là ne naîtront pas chez nous. Jamais. Voilà.
Quelle règle précise a empêché la Google, la EADS Car Eh bien, c'est simplement que il est impossible de mettre une voiture non pilotée dans le droit français. C'est interdit. C'est interdit, voilà, c'est tout. Et il se passera longtemps. Alors, effectivement, peut-être que ça va se faire petit à petit, mais pour l'instant, c'est pas nous qui l'avons fait, quoi. Toujours est-il, on peut l'observer, c'est factuel, c'est pas nous qui l'avons fait. Alors, on a aussi beaucoup de technologies liées, par exemple, aux applications spatiales. Donc, vous savez que les satellites ont des niveaux de définition et d'observation de plus en plus précis. Hein. On arrive maintenant à détecter, et avec la constellation Galileo, ce sera encore plus précis. On arrive à détecter des objets avec des précisions qui vont être de plus en plus importantes. On arrive maintenant à détecter des choses de l'ordre de 1 mètre, hein, voire un peu moins. Donc, on peut à peu près tout savoir. Que ce soit le plan de Hachiche ou le... Tout. À peu près tout. Hein, à peu près tout. On peut observer des gens qui se déplacent, on peut observer des hommes, des voitures, on peut observer absolument tout. Alors bon, c'est extrêmement effrayant hein, comme perspective. Néanmoins, d'autres pays vont s'emparer de ces opportunités pour développer des services qui vont nous être utiles et on va les voir arriver, une fois de plus, par un autre biais, alors que toutes les technologies sont disponibles chez nous et qu'on ne les aura pas transformées en un produit qui va donner un avantage. Pour des raisons économiques. juridiques. Alors, pas que pour des raisons juridiques, il y a aussi des raisons effectivement d'acceptabilité sociétale et notamment de protection de la vie privée, mais qui va rejoindre le droit assez vite. Je donne un autre exemple, les fameuses écotaxes et les fameux portiques écotaxes, dont vous avez tous entendu parler. Les portiques, à quoi ça sert dans l'écotaxe? Ça sert juste à donner la preuve qu'effectivement, le camion que l'on a détecté et qui doit payer son droit d'être sur la route ne peut pas faire un recours contre le fait qu'on l'a détecté là, parce qu'effectivement, il y a un portique qui l'a flashé à un moment donné. Donc le portique, il est là juste pour amener la preuve que le satellite ne s'est pas trompé. Quoi. Donc là aussi, on est sur des barrières. Le bonnet rouge aurait été bien embêté, il ne pourrait pas détruire les portiques. Voilà, on ne pouvait pas détruire les satellites, ou alors il faut être dans James Bond, je ne sais pas si c'est bien raisonnable de penser ça. Mais vous voyez, on est quand même dans un univers technologique qui a des possibilités absolument phénoménales, dont il faut bien évidemment être conscient des risques, et je crois que Mme Lacour a donné vraiment un éclairage extrêmement pertinent et qui permet de bien comprendre où sont les risques et comment il faut les gérer. Mais enfin, donc sur les technologies dont je m'occupe moi, qui sont les technologies liées aux technologies du spatial, d'un certain nombre de capteurs. On est capable actuellement, vous avez entendu parler de l'Internet des objets, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des capteurs, des puces à peu près sur n'importe quoi, avec des coûts qui vont être moins d'€1, des technologies qui vont pratiquement pas consommer, donc on va pouvoir mettre des puces, on va pouvoir les laisser pendant plusieurs années sans les recharger, et on va pouvoir savoir à peu près où est tout et n'importe quoi. On a mis, nous, des puces sur des brebis, par exemple. Hein. On les a embarquées à l'estive l'été dernier dans les Pyrénées. Donc, on fait des cartographies quasiment instantanées des troupeaux. On a fait une étude avec des écoles vétérinaires pour savoir comment se comportaient, etc., les bestioles. Donc, bon, les bestioles, tout le monde s'en fout. On ne s'est pas préoccupé de la vie privée des bestioles, mais on peut se dire que si on est capable de le faire, on leur a pas demandé leur avis. On ne leur a pas demandé leur avis, mais en l'occurrence, c'était plutôt pour les protéger, parce que justement, le fait, par exemple, qu'une bête ne bouge plus pendant plusieurs heures, ça veut vraisemblablement dire qu'elle est blessée, donc ça peut aussi permettre d'aller voir sur place. Donc ça a quelques avantages quand même tout à fait intéressants. Mais sur les personnes âgées, c'est plus compliqué. Voilà, sur les personnes âgées, c'est plus compliqué. Mais sur des personnes âgées ou sur n'importe qui. Enfants. On discutait aussi sur des enfants, la prévention de l'enlèvement d'enfants. Voilà, les technologies sont totalement prêtes. Je veux dire, demain matin, on peut pucer tout le monde. C'est pas encore une fois le monde dont on rêve, mais c'est possible. Je veux dire, technologiquement, c'est possible. Donc voilà. Donc le sujet sur lequel nous avons décidé de travailler ensemble, c'est de se dire. Essayons peut-être, alors on ne va pas révolutionner tout ça, hein, j'en ai nullement la prétention, mais essayons peut-être de travailler au cas par cas
sur un certain nombre de possibilités que nous entrevoyons, nous, depuis notre petite fenêtre des technologues, en lien avec d'autres secteurs, fenêtres satellitaires, voilà, ou drones. Hein. Vous allez avoir Marco Calcamucci là, cet après-midi qui va vous faire une intervention, qui est un spécialiste des drones, qui a monté pas mal de projets. Il fait des drones terrestres, il fait des drones sous-marins. Donc on peut très bien, là aussi, faire intervenir d'autres types de produits pour regarder ce que l'on a envie d'observer depuis le haut, faire intervenir un drone qui est juste là, qui sort de sa cachette, qui vient vérifier si l'intrusion que l'on a identifiée, elle est réellement une intrusion ou si c'est juste une feuille qui a déclenché l'alarme. Enfin, on peut imaginer, les technologies sont là, elles sont disponibles et entre guillemets, il suffit de. Voilà. Donc, on va travailler sur un certain nombre d'axes qui vont nous permettre, je l'espère, dans des niches, de pouvoir pousser un certain nombre de technologies sans heurter ni le droit ni la protection de la vie privée, pour pouvoir faire des expérimentations petit à petit et prouver qu'effectivement ces technologies-là peuvent apporter un plus et surtout peuvent apporter un débouché économique que l'on espère tous sur ces justement secteurs-là. parce que d'autres pays, et parlons des États-Unis, n'ont pas les mêmes freins juridiques. Alors, je ne suis pas spécialiste de juridique comme vous pouvez vous en apercevoir, hein. J'ai ni le langage ni les codes, mais effectivement, on s'aperçoit que d'abord, il y a un système juridique qui est propre à chaque État. Chaque État peut s'emparer d'une thématique et se dire, bon, ben, moi, je voudrais pousser tel ou tel produit et je me fais une espèce de barrière dans laquelle j'autorise un certain nombre de choses pour permettre la diffusion de tel ou tel produit, de telle ou telle biotechnologie, de telle ou telle innovation liée au spatial ou que sais-je. Donc il y a, à mon avis, là aussi, une proximité entre l'expérimentation et le cadre juridique dans lequel on va faire cette expérimentation, qui, à mon avis, permet une certaine réactivité qu'on n'a peut-être moins facilement ici. Une volonté aussi de transformer, de privilégier quelque part le développement économique, qui est peut-être moins notre priorité à nous. Enfin, je le dis, je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas la preuve de ce que je vous dis là. Voilà. Le constat que l'on fait quand même, c'est qu'il semblerait que certaines expérimentations soient plus faciles de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Très bien, merci. Donc on est vraiment dans le concret, le dur. Maintenant, je passe la parole à Claude Saunier, qui effectivement a pu observer l'acceptabilité sociale, enfin, qui est un expert de l'acceptabilité sociale des innovations technologiques à travers 10 ans d'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Bien, oui, je ne suis en fait expert de rien du tout. D'abord, c'est parfait. Je voudrais remercier les organisateurs du colloque d'avoir pensé à inviter quelqu'un qui n'a aucun titre pour participer à ce genre de colloque. Je ne suis pas scientifique et je ne suis pas juriste. Alors, donc, je me demande ce que je fais ici et ce que vous attendez de moi. Mon deuxième devoir, c'est pour suivre l'invitation de Stéphanie Lacour d'excuser Isabelle de Lamberterie, qui est retenue par d'autres obligations et qui aurait été certainement ravie d'être avec nous. Elle est professeure émérite, membre, travaille au CNRS et juriste et spécialiste de ces questions-là. Donc moi, je me demande ce que je vais apporter. Je vais parlementaire, essayer vous êtes politique, oui. Vous êtes la cité. Je vais essayer d'apporter, et je rebondis sur l'intervention de Mme Gaillard, Paillard, qui me renvoie à une expérience personnelle. Très clairement, il y a maintenant un certain nombre d'années, je reviendrai là-dessus sur les rapports, etc., les rapports parlementaires et comment ça se faisait. À l'occasion d'un rapport sur la microélectronique et les nanotechnologies, je me trouvais aux États-Unis, précisément. Et particulièrement à Albany, parce que dans la région d'Albany, il y a un grand centre de recherche d'IBM, et donc je devais aller voir. Et il se trouve qu'à Albany, ce jour-là, il y avait le congrès mondial, qui est une référence des nanotechnologies. Et donc, comme ils ne savent pas ce qu'est un sénateur français, ce qui ne représente pas grand-chose, mais eux ils ont l'idée des sénateurs américains,
Donc les organisateurs de congrès ont tiré le tapis rouge et ils ont modifié l'organisation du congrès pour me permettre d'écouter. Et donc j'ai eu le privilège pendant 1 heure d'avoir autour de moi des gens qui représentaient je dirais, l'élite mondiale de la recherche en nanotechnologie. Et donc ils m'ont, avec beaucoup de passion et de conviction, ils m'ont dit ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils annonçaient, ce qu'ils allaient trouver. Et là, comme à l'instant, j'étais partagé entre l'émerveillement et la terreur. L'émerveillement parce que c'est vraiment fabuleux ce que la technologie peut nous apporter, nous apportera et a la capacité d'apporter comme élément de réponse aux grands enjeux de la situation actuelle. Et puis la terreur parce que derrière, c'est la vie privée, derrière, c'est la question de la transhumanité, derrière, c'est la liberté, etc. Et là, j'ai mesuré qu'il y avait en effet sans doute une question de règles, de droits, etc., et qu'ils avaient un point de vue différent de celui que peut avoir un Européen. Mais j'ai surtout mesuré qu'il y avait là une question de culture, quoi. Ils n'avaient pas intégré, avec leurs connaissances technologiques extrêmement pointues, ils n'avaient pas intégré les conséquences sur le fonctionnement de la société et sur notre vie aux uns et aux autres de leur vie. Voilà. Alors, c'est peut-être une introduction à la façon dont je vais intervenir, mais je pense très rapidement. À vrai dire, comme je vous le disais, je ne suis ni juriste ni scientifique. Je partage donc avec M. Dubos, au départ, une inculture scientifique terrifiante, quoi. Bon. Mais bon, il y a quand même le recyclage qui est possible dans la vie. Et voilà. Et donc, il se trouve que j'ai été en effet... j'en parle non pas pour parler de moi, mais parce que c'est intéressant de voir comment la culture scientifique, ces interrogations peuvent entrer dans la problématique administrative et politique. J'étais membre de l'Office pendant une dizaine d'années et donc j'ai fait une dizaine de rapports sur les sujets les plus nombreux, les plus divers, les nanotechnologies. J'ai eu le plaisir d'auditionner Stéphanie Lacour dans cette circonstance, microélectronique, nano, la sécurité alimentaire, le changement climatique, la biodiversité, etc. Alors moi j'y allais avec d'autant plus de liberté, je le dis, ça c'était intéressant, que je n'y connaissais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai aucun a priori, sauf l'a priori de la découverte, de la fraîcheur d'esprit pour aborder ces questions-là. Et donc j'ai fait un certain nombre de rapports, une dizaine de rapports, et la question que je me pose, c'est que l'Office parlementaire, c'est un organisme qui a été créé, en effet, comme vous le rappeliez, par la loi Chevènement de 83, et qui partait d'une excellente idée. C'est permettre au Parlement, c'est-à-dire permettre à ces hommes et ces femmes qui vont faire la loi, on est en plein dans le droit, qui vont faire la loi, d'avoir un instrument d'information, d'éclairage sur ce qui est en effet une composante majeure de notre civilisation, à savoir les apports de la science et de la technologie. Et donc, l'Office publie régulièrement des rapports, etc. La grande question qui se pose, et ça renvoie au fonctionnement administratif, politique, etc., à quoi servent ces rapports? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Sont-ils vraiment utiles? Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Mais il se trouve qu'il y a plus de 10-12 ans, j'avais fait un des premiers rapports, c'était le premier rapport parlementaire partant des travaux du GIEC et évoquant ce que l'on sait maintenant de façon sûre, à savoir réchauffement climatique, etc. C'était il y a 12 ou 13 ans. Il y a 12 ou 13 ans, j'évoquais la nécessité d'engager à ce moment-là une politique de transition énergétique. Je pense que si il y avait une capacité collective d'écoute de la communauté scientifique, de prise en compte de ces données-là, vraiment qui étaient
assuré par la communauté scientifique, à un moment où le contexte économique, social, etc. le permettait, on n'aurait peut-être pas eu les déboires qu'on connaît avec les bonnets rouges et cette situation de blocage dans laquelle on est, où on voit bien que l'augmentation du prix de l'énergie, et en particulier l'augmentation du prix de l'énergie d'origine fossile, est inéluctable, qu'on va maintenant entrer dans une période où il va falloir payer notre énergie beaucoup plus cher, avec les conséquences sociales terribles qui sont derrière cette augmentation. Donc, l'Office, les avancées, les capacités d'anticipation. Et sur les règles juridiques, justement, est-ce que... Et voilà. Et je prendrai un autre. Et très concrètement, à 2 ou 3 reprises, on a évoqué la question de la prise en compte de la parole des experts. Bien. J'avais fait un travail sur le fonctionnement des agences de sécurité. En un mot, alors là, on est dans le concret du travail parlementaire. Tout le monde a en souvenir la terrible affaire du sang contaminé et le sursaut de l'opinion publique, plus jamais ce genre de problème. D'où la création des agences de sécurité. Loi de 1998, création des agences, organismes autonomes des pouvoirs politiques, etc. De sécurité sanitaire. Et donc capable d'alerter, etc. Des agences. Et la loi, pour une fois intelligente, avait prévu que dans un délai de 5 ans, on vérifierait l'application de la loi pour mesurer si c'était une loi bien appliquée, mal appliquée, s'il fallait la reprendre. Sauf que j'ai hérité, un peu dans la précipitation, de ce rapport d'expertise sur la loi, à un moment où a explosé, très concrètement, a explosé un scandale médical, c'était le Vioxx. En 2 mots, un des principaux laboratoires du monde, le laboratoire Merck, avait une molécule sur le marché mondial qui était le Vioxx. C'était un antihistaminique non stéroïdien, enfin je passe sur les détails, et s'aperçoit que le Vioxx, diffusé depuis maintenant des mois, des années, avait provoqué aux États-Unis plusieurs dizaines de milliers de morts, que les avocats de Merck avaient fait la balance entre ce que coûteraient des procès si l'entreprise était condamnée, et au moment où le coût était supérieur au bénéfice, ils ont décidé, comme ça, de retirer. Je me suis dit, mais nos agences ont-elles été suffisamment vigilantes, etc. Et ça m'a amené, alors je suis dans le concret, ça m'a amené à faire une proposition de loi visant à, mieux réguler, mieux organiser, préciser le fonctionnement de l'expertise liée au pouvoir public et permettant en effet au pouvoir public, aux législateurs de prendre des décisions. Et je m'étais appuyé sur le modèle de la CNIL, agence autonome, etc., permettant d'avoir une validation de l'expertise. Proposition de loi qui correspondait, me semble-t-il, à quelque chose d'intéressant. Bon, il ne s'est rien passé. Voilà. Bon, c'est anecdotique, mais c'est révélateur, en clair, de la difficulté que même des parlementaires motivés, informés, etc., peuvent faire bouger les lignes parce qu'il y a des pesanteurs administratives, sociales, culturelles, etc. Et je le dis très clairement, s'agissant de Merck, je pourrais être un peu plus précis, un peu plus long, le pouvoir terrifiant des lobbies pharmaceutiques. Pouvoir terrifiant. Allant jusqu'à me proposer d'aller faire un tour de quelques semaines pour voir en Afrique l'effet du Vioxx sur les lions. La dimension humanitaire des actions des laboratoires dans les populations africaines. Je ferme la parenthèse. Bon, mon dialogue avec des laboratoires, c'est terminé là. Bon, voilà. Expérience de l'Office. Et puis, par ailleurs,
localement. Je suis là aussi dans le concret. Je suis président de la conférence des technopoles de Bretagne, président du technopôle de Saint-Brieuc qui est spécialisé dans l'agroalimentaire, et donc confronté clairement à la question qui est vraiment déterminante. Tout le monde a entendu parler de la crise de l'agroalimentaire. La Bretagne, c'est le premier bassin européen agroalimentaire. Bon, c'est 45 000 emplois. Ou l'agroalimentaire, c'est un peu ce qui a été évoqué, hein. Ou l'agroalimentaire, c'est comme pour les avions, où on est capable de faire des avions répondant aux attentes de la société, où on est capable de produire de la viande, des produits alimentaires, en respectant l'environnement, en respectant les attentes naturelles de la société en matière de sécurité sanitaire, où on n'est pas capable. Et derrière, donc, il faut que l'appareil de production, on est en plein dans la problématique de l'innovation. Il faut que l'appareil de production de Bretagne soit capable de s'adapter à ces enjeux. D'où l'intérêt que je porte à ces questions d'innovation. J'ajouterais que j'ai été pendant quelques mois membre du comité du Grand Emprunt, que je me suis parfois interrogé sur à quoi servait l'argent, mais que je suis maintenant pleinement rassuré pour voir qu'à Bordeaux, en tout cas, on fait le meilleur usage de l'argent du Grand Emprunt. Alors, ceci étant posé... Encore quelques minutes. Ah, d'accord. OK. Ceci étant posé, je suis également membre du Conseil supérieur de la recherche et qui vient de sortir un ultime rapport intitulé « Les nouvelles frontières de la connaissance », donc en plein dans la problématique actuelle d'interrogation, etc. Et ce rapport a été voté avec Isabelle, que j'ai co-rédigé avec Isabelle de Lamberterie, c'est la raison pour laquelle je me permets de l'évoquer. Ce rapport a été voté à l'unanimité de ses membres. Or, ces membres, c'est aussi bien des gens représentant le MEDEF que la CGT, que la CFDT-FO, que les organisations plus académiques, etc. Unanimité sur un certain nombre de choses, enfin, qui est quand même intéressant. D'abord, une contestation radicale, je vous la transmets parce qu'elle est, me semble-t-il, intéressante, un refus d'accepter la lecture que l'on fait depuis maintenant plusieurs années de ce qu'on appelle la crise. Je veux dire que ce n'est pas une négation de la crise. La lecture que l'on veut nous faire de la crise, c'est que c'est une crise financière, d'abord financière, essentiellement financière, uniquement financière. Et ce que ça nous conduit dans un entonnoir, dans un tunnel qui ne nous permet pas de voir ce qu'est la réalité de la situation actuelle. C'est une crise financière sans doute, mais c'est plus et autre chose. C'est en même temps une mutation démographique, c'est en même temps une mutation économique avec une nouvelle répartition des forces de production dans le monde, c'est en même temps un nouveau type de relation entre l'humanité et la planète, crise environnementale, etc. Et tant que les décideurs n'intégreront pas la véritable dimension de ce qu'on appelle la crise et n'entreront pas dans cette problématique que nous sommes non pas dans une période de crise, mais une période de mutation comme l'histoire en a connu à plusieurs reprises, c'est un élément qui est complètement inhibant et empêche la société de prendre les initiatives permettant de trouver une solution à ça. La deuxième idée, c'est que c'est la question qui mérite d'être posée devant des universitaires. Est-ce que la connaissance est en crise? Est-ce que la connaissance est à l'origine de cette crise? Ce qui est dit, c'est que non. La connaissance n'est pas en... Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de moyens de production de connaissances. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a fait autant de progrès fantastiques. Et donc, on a balayé toutes ces avancées, non seulement technologiques, ce n'est pas pour les minorer.
Mais enfin, chaque semaine, Planck nous renvoie à une nouvelle vision de la création de l'univers, il y a une validation, etc. Il y a des avancées parfois vertigineuses et terrifiantes dans le domaine des biotechnologies, on fait de la biologie synthétique, etc. Et donc, la connaissance n'est pas en crise. Mais elle pose un certain nombre de problèmes. Alors, dans ce contexte-là, oui. Sur l'acceptabilité Voilà, sociale c'est ça, et voilà. juridique. Absolument. Quelle est l'interférence entre la société et les savants, entre le droit et la science? Il y a de vraies interférences. J'évoque un certain nombre d'exemples, mais bon, très rapidement. Il est clair que dans le domaine des sciences de la vie, les enjeux éthiques sont tellement forts, majeurs, etc., que, par exemple, sur les cellules souches, le comité de bioéthique en France a posé un certain nombre, je ne porte pas de jugement, mais a dit un certain nombre de choses. En France, mais pas ailleurs. Même chose sur les travaux sur les OGM, où de fait, la France, c'est un vrai problème. De fait, la France, qui était un des leaders mondiaux en matière de recherche sur les OGM, en 15 ans, a perdu ce patrimoine scientifique qu'elle avait pu acquérir parce que la société, parce que les règles... En vertu du principe de précaution. Voilà. En vertu du principe de précaution. Merci de me dire. Bon, vous savez qu'il y a eu une modification de la Constitution, rien de moins, en intégrant dans la Constitution le principe de précaution. Je m'honore d'avoir été un des rares parlementaires, on peut ouvrir le débat, un des rares parlementaires à ne pas voter le principe de précaution. Parce que, pour moi, la recherche, la vie, c'est prendre un risque en permanence. Et on ne peut pas entrer dans une société où à chaque instant, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se dit mais quelle est la tuile, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Le principe de précaution me semble, une certaine lecture du principe de précaution me semble terrifiant par rapport à la démarche de recherche. Donc, sur la production de la connaissance, le droit peut intervenir et parfois imposer des contraintes justifiées ou pas, mais bon, ça renvoie à la politique et ça renvoie à la société. Dans la diffusion de la connaissance, moi je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Stéphane Lacour, mais c'est vrai que les brevets qui au départ étaient destinés à assurer la diffusion de la connaissance peuvent être confisqués, retournés et être un élément de blocage. Et qu'aujourd'hui, eh bien, s'agissant de la diffusion de la connaissance, que voulez-vous, les choses sont bouleversées. On a parlé de Google, mais enfin, Google, la numérisation, Wikipédia, on ne peut pas ignorer ça. Et la question que je pose aux juristes, c'est leur capacité à réfléchir, à intégrer dans leurs problématiques spécifiques ces nouvelles données-là, et en particulier le fait d'entrer dans le monde numérique, s'agissant de la diffusion des connaissances, est un élément majeur. Alors, j'ajouterais que, parce que le temps passe, que beaucoup de choses ont été dites sur l'innovation linéaire. Je rejoins les autres intervenants pour dire qu'il y a une dimension énorme, majeure qu'il faut explorer, c'est la dimension innovation sociétale. Je prendrai simplement un exemple. On évoque la contradiction entre le besoin et la liberté de mobilité, l'augmentation inéluctable du prix de l'énergie, donc la contrainte et la contradiction, et puis la société a inventé une réponse, qui n'est pas forcément la bagnole électrique, c'est tout simplement, et si on divisait par 2 ou par 3 la consommation d'énergie, simplement en mettant 3 personnes dans chaque voiture. C'est le covoiturage.
Voilà, donc c'est un élément de réponse concrète qui illustre la capacité. Il faudra que nous intégrions ça, y compris dans la dimension du droit. Comment, même chose en Mais ce qui Internet, concerne. ça consomme de l'énergie. Pardon ? Internet, ça consomme de l'énergie aussi. Absolument. À l'inverse, On dit pas, les fermes, ça consomme beaucoup. les data farms, c'est une ville. Chaque data farm, c'est une ville de 30 000 habitants en termes de consommation d'énergie. De même, s'agissant de la diffusion de la connaissance et de la transmission de la connaissance, il faudra qu'il y ait une interrogation sur le fonctionnement et sur les bases juridiques des MOOC. On voit bien qu'il y a là une solution alternative aux cours traditionnels, alternative ou complémentaire. Enfin bon, bref, le débat est ouvert. Mais sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui comment on pourra valider la présence effective d'étudiants qui suivent ce type de formation. Voilà un exemple de nécessaire intégration du droit. Alors, il y a un point que j'évoquerai très rapidement. Oui, un point que j'évoquerai très rapidement, c'est la dimension internationale. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de production de connaissances en dehors du champ international. C'est évident. Il est clair aussi que l'articulation de la connaissance internationale avec le droit doit être posée. C'est un point que Robert Badinter, que j'ai fréquenté à une certaine époque, évoquait souvent, avec le risque majeur d'une monopolisation du droit international par le droit anglo-saxon. Et donc je salue l'initiative qui a été prise. La Montesquieu Law Review. Montesquieu Law Review, parce que c'est un véritable... On ne peut pas parler de mondialisation en théorie sans aborder ces questions-là, selon quelles règles, selon quels principes, selon quels fondamentaux juridiques, les choses. Alors, voilà un diagnostic. Je termine par quelques pistes de solutions, de propositions qui sont dans le rapport. En ce qui concerne la formation, sciences, droit, il faudra bien aborder une intégration significative du fait scientifique, de la culture scientifique dans les études de droit. Ma formule est claire ? Oui. De la même façon, il faudra bien intégrer dans les études scientifiques les composantes sociales et humaines, y compris juridiques, dans le corpus même des formations des ingénieurs, des scientifiques, etc. Parce qu'on n'est pas seulement ingénieur, on est aussi citoyen, on est aussi... Voilà. Il y a donc... Même chose, réforme des programmes. Le mode de financement des programmes de recherche est un mode de financement, sectorisé, disciplinaire, réduit à une dimension disciplinaire de plus en plus pointue, parce que la recherche est de plus en plus pointue. Il faudra mettre en œuvre des programmes pluridisciplinaires, en mettant des sciences humaines et sociales, pas seulement parce que ça fait bien, mais en mettant de vrais spécialistes des sciences humaines et sociales dans les équipes de ces programmes, dans les équipes de recherche. Et puis il y a la question du débat public, et ce sera vraiment ma conclusion, vraiment ma conclusion. Tout ça ne pourra se faire que s'il y a une vraie prise en compte par la parole politique du fait scientifique, ne serait-ce que pour donner un petit peu de perspective, de souffle, de confiance à la population. Alors ça nous concerne pas seulement en tant que scientifique, ça nous concerne pas seulement en tant que juriste, je le dis très clairement, ça nous concerne en tant que citoyen, parce que ce qui est derrière tout ça, c'est quand même dans quelle société nous voulons vivre demain. Voilà. Je fais un peu de pub aussi pour moi. Nous avons un cahier Sciences et technologies qui est pour la vulgarisation de la science et
qui est fait par, qui est très apprécié, il fait par d'excellents collègues à moi. Voilà. La parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions? On a ouvert beaucoup de pistes, c'est assez dense et tout, je reconnais. Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors, moi, j'en ai plusieurs. Stéphanie Lacroix, vous avez parlé, vous avez dit on a un réseau d'experts et qui n'est pas audible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette expertise qui n'a pas été entendue ou sur votre réseau d'experts? Alors oui, votre question m'a interpellée parce que j'ai parlé d'un réseau. Oui, alors c'est pas la même chose. Le réseau des juristes, voilà, qui est très audible, et bon, puis d'une difficulté pour les pouvoirs publics de prendre en considération les résultats des commandes qu'ils adressent aux agences d'expertise scientifique et technologique, typiquement l'ANSES, typiquement ce type d'agence-là. Alors, ça relève du constat, simplement. Sur les nanotechnologies, on a des rapports d'agences d'expertise et de comités d'experts placés auprès de divers ministères. Ça a commencé avec le comité de la prévention et de la précaution en 2006. On en a à peu près 1, 2, 3 par an. 3 rapports par an depuis 2006. Et qui restent dans les tiroirs. Et qui, pour le moment, sont relativement peu pris en considération. Peut-être qu'ils n'ont pas la publicité nécessaire. Je pense qu'ils ont toute la publicité nécessaire. Je pense que ce que disait M. Sonia à l'instant, c'est une réalité. Le fait de renvoyer à de l'expertise scientifique, c'est aussi une manière pour le politique, momentanément au moins, de se dédouaner d'un certain nombre de prises de position qui sont purement politiques. La science ne peut pas répondre à toutes les questions sociales. Très bien. C'est une remarque qui fait un peu la synthèse de ce que vous avez dit tous les quatre et qui est une sensation que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le processus de circulation des idées, en fait. Et je crois que le principal problème, il est là. C'est-à-dire que si on prend la chose d'abord terre à terre, voilà, on a une bagnole sans chauffeur, quels sont les problèmes que ça pose, les problèmes techniques, de sécurité, juridique, etc. Finalement, c'est pas très compliqué de les déterminer. Mais après, c'est comment on peut arriver à faire comprendre que tout ça n'est finalement pas très compliqué, qu'on a des solutions techniques, juridiques pour mettre des voitures en circulation. Et c'est là, et c'est ce que vous avez dit. À faire comprendre à qui? Mais en fait, le problème, c'est à faire comprendre à tout le monde, c'est-à-dire à faire comprendre aux citoyens et à ceux qui décident. On voit bien quand même. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a absolument, a priori, rien à voir. Le débat, enfin, quelque chose qui, moi, me sidère. Le débat sur les histoires des gender studies, où vous avez une part de la population française qui, manifestement, refuse d'entendre un fait d'une banalité, je suis désolé de le dire, navrante. C'est-à-dire que, grosso modo, si les femmes mettent des robes et les hommes mettent des pantalons, tout ça n'est que le processus d'une construction sociale liée à l'éducation, blablabla. S'il y a quelque chose, mais je le répète, me semble-t-il, d'une banalité navrante et qui me paraît difficilement contestable aujourd'hui en l'état de ce que sont les sciences sociales, etc., etc. Donc ça veut dire que vous avez des espèces de phénomènes de rigidité, de phénomènes d'irrationalité qui se construisent, et par ailleurs, en plus de ça, des hommes politiques, peut-être des journalistes, enfin ceux qui sont dans le processus de c'est toujours la faute des journalistes. Non. C'est un postulat. Ceux qui sont à la fois dans ramasser les idées et les diffuser, sont en quelque sorte les pauvres. Et c'est pas du tout la faute, c'est-à-dire qu'ils sont dans la situation la plus difficile, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur de cette cristallisation, c'est-à-dire comment arriver à passer de ces idées qu'on produit à l'université ou au-delà de l'université et les diffuser. Et on en revient aussi à ce que vous disiez sur le risque, c'est de dire aussi à la nécessité de prendre des risques. De prendre des risques et de se positionner par rapport à tout ça. Et moi je crois que, et c'est pour ça que c'est intéressant à mon avis, et que inéluctablement la question de l'innovation technologique
lié à la question de l'innovation sociale, et le nœud du problème, à mon avis, il est là. Et on voit bien qu'il y a, enfin, je ne sais pas comment dire, une espèce des phénomènes de cristallisation qui font que, et on ne peut pas avancer. Et c'est ça qui me semble fait l'ensemble. Et du coup, je pense qu'il faut essayer d'arriver à réfléchir sur le vrai problème profond, c'est celui-ci, mais qui est très long, parce que tout ça, ça relève du phénomène des croyances, et on ne fait pas changer les croyances des gens comme ça du jour au lendemain. Et ça pose plein de questions par exemple sur les processus de fabrication des élites, etc. Pour avoir, alors une petite expérience très modeste, j'étais membre du concours d'entrée à l'ENA l'année dernière, une épreuve qui n'est pas fondamentale, qui n'est pas négligeable, et c'est une question européenne. J'étais très sincèrement, et je l'ai dit maintes reprises, confrères des hommes juridiques, impressionné par la puissance intellectuelle de ces jeunes gens, vraiment impressionné, qui étaient, contrairement à ce que tout le monde raconte, tous différents les uns des autres, avec des psychologies différentes, des qui avaient peut-être du con, des qui avaient rien sympa, tout ça, mais pas comme la moyenne de l'humanité, et en même temps qui étaient capables de produire un discours complètement formaté, parfaitement modéré. Alors là, on était vraiment dans le radical socialisme, dans ce qu'il peut avoir de pire, mais qui n'était du coup jamais capable d'avoir une position. Et ça, alors encore une fois, c'est qu'un exemple, hein, c'est pas du tout pour dire du mal de l'ENA, parce que c'est quasiment aussi banal que de dire du mal des journalistes. C'est pas du tout du mal, ni pour dire du mal de l'ENA, ni pour dire du mal des étudiants, bien au contraire. Et c'est simplement ce qui m'a frappé, c'est là, je me suis dit, c'est une nouvelle illustration de ce problème de fabrication du processus des idées et de la prise de risque de ceux qui... On est fabriqué pour ne pas prendre de risques. Demain, pour prendre des décisions. Et alors, juste, je voudrais compléter ou rebondir. On a entendu beaucoup de choses là, sur le principe de précaution qui me font un peu mal. Alors, j'aime bien gratter mes croûtes régulièrement. Le principe de précaution, c'est une grosse croûte. Alors, on la gratte chaque année, on revient dessus. Enfin, ceci étant, pour la Google Car, par exemple, le principe de précaution, il est totalement out. Hein. Là, on n'est pas du tout dans du risque incertain. Le risque est tout à fait probabilisable, mesurable. Le principe de précaution n'est pour rien dans le fait qu'on n'ait pas encore adopté la Google Car. Pour les OGM, le principe de précaution a peut-être, sans doute, un effet sur la mise sur le marché d'OGM en France, voire sur la diffusion et le développement de cultures en plein champ, mais il n'a jamais interdit, il n'interdit toujours pas, et il dit même à peu près le contraire, de faire de la recherche. Le principe de précaution, il incite à davantage de recherche, entre autres sur les risques, mais il n'est absolument pas un instrument de paralysie de la recherche. Et il faut faire attention quand on manipule ce genre de principe, parce que au-delà de ces inconvénients, il en a un certain nombre, et entre autres celui, à mes yeux en tout cas, de polariser bien trop les prises de position publiques. Au-delà de ces inconvénients, il a quand même un sacré nombre d'avantages et de bons côtés. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est aussi le synonyme et la manifestation du fait que nous vivons dans un pays évolué qui prend en considération la santé et la sécurité de ses citoyens et de son environnement pour son avenir avant les simples besoins du marché. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, je voulais en poser une question à M. Thierry Bourgeois. Vous avez parlé de la réduction du risque pour les universités. Vous souhaitiez un tapis volant, non, un pare-feu miracle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et est-ce que ce pare-feu miracle, il existe? On peut commencer à y réfléchir dessus. En fait, quand on parle d'un pare-feu miracle, il faut peut-être remettre la notion de risque dans son contexte. Hein. Vous savez, l'innovation, oui, elle pose un risque, mais elle amène aussi beaucoup de gains. Et il faut savoir sous-peser chacun le risque et les avantages de l'innovation. Si les risques étaient toujours prépondérants, on n'en ferait pas d'innovation. Donc, je pense qu'il faut concevoir que dans nos sociétés, oui, on peut prendre des risques qu'on contrôle bien,
par des réglementations, par des vérifications, mais ça ne nous empêche pas aussi d'innover et d'aller de l'avant. Ça, c'est capital. Et je pense que nos sociétés sont assez évoluées pour aller dans cette voie-là. Pour ce qui est de votre question concernant le risque et les pare-feux, encouru par l'université, oui. Je vous dirais que ce qui a été proposé au Québec essentiellement, et il y a quelqu'un dans la salle qui vient aussi du Québec et qui connaît probablement ce milieu-là, c'est que contrairement à l'Université Laval et à l'Université McGill, où les brevets sont gérés par les universités, donc les universités sont propriétaires de cette propriété intellectuelle. C'est pas votre cas. C'est notre cas. C'est notre cas à nous, à l'Université Laval et à McGill. Et à McGill. Cependant, toutes les autres universités québécoises, en général, font affaire avec des sociétés de valorisation où l'on transfère la propriété intellectuelle à la société de valorisation. Et je crois que c'est un peu la même chose au niveau des SAT. Hein, et la société de valorisation est détenue par l'université. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est que nous, on nous dit, plus vous allez être loin et plus vous allez la foutre loin de l'université, mieux c'est pour le recteur et compagnie. Mais en réalité, ça ne change pas vraiment beaucoup de choses. Parce que, vous savez, comme moi, qu'en cas de poursuite, on va tirer évidemment sur le licencié, mais on va tirer aussi sur tout ce qui bouge, ou à peu près tout ce qui bouge, dont évidemment le propriétaire ou le développeur ou je ne sais pas quoi. Ça ne vous met pas nécessairement à l'abri. Disons que ça vous éloigne un peu du danger, sans nécessairement vous le mettre fait à que l'abri. ce soit logé dans la société de valorisation, exactement. c'est elle qui est mise en cause. C'est elle qui est mise en cause d'abord. Et donc ça circonscrit les Ça risques, circonscrit les mais risques. que partiellement. Que partiellement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une poursuite directe. Il faut le comprendre. Hein. C'est pas nous qui décidons de. On va chercher les poches profondes. Voilà. C'est exactement ça le principe de base. Okay. Alors voilà, c'est un peu la situation. Donc c'est d'éloigner un peu cette propriété de l'université à partir du moment où elle devient commercialisée. Juridiquement. Voilà. Très juridiquement. Bien. Oui, une dernière remarque ou question. De repenser les lois de la propriété intellectuelle en ce qu'elles seraient bloquantes de l'innovation. Est-ce que c'est pas du tout la première fois qu'on entend ça, effectivement, et même la copie 3D est un énorme chantier pour remettre en cause les principes de la propriété intellectuelle. Est-ce que ça m'intéresse de savoir comment vous avez est-ce que vous avez déjà pensé à comment devrait être modifié ce droit de la propriété intellectuelle? C'est pas une petite question. Alors, très rapidement, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas tant le droit de la propriété intellectuelle que j'aurais envie de remettre en cause, pour ce dont j'ai traité aujourd'hui, de la propriété industrielle, que sa pratique. Le problème, il vient pas tant des règles elles-mêmes, et au contraire, le droit des brevets, par exemple, c'est un merveilleux ouvrage de dentelle, avec des intérêts soigneusement pesés, des règles qui sont... C'est assez beau à étudier théoriquement d'ailleurs. Hein. Là où ça devient beaucoup moins beau, c'est dans la pratique. Et la pratique, c'est une dérive du droit des brevets qui est allée vers trop d'ouverture de la notion d'invention, qui est allée vers trop d'ouverture des conditions de protection, et qui va, y compris ceux qu'étudient moins les juristes, et si j'avais... une recommandation à formuler, ou du moins une requête envers les juristes, ce serait qu'on puisse aller plus de l'autre côté du rideau. C'est-à-dire que souvent les juristes, on étudie très bien, et il y a de très belles pages sur ces questions-là, ce qui se passe en amont de la délivrance du brevet, et puis on se désintéresse assez grandement de tout ce qui se passe en aval, c'est-à-dire la commercialisation de l'invention, et la commercialisation, et y compris à l'heure actuelle, une tendance qui est massive, de commercialisation du titre, avec un phénomène de monétarisation autour des titres de propriété intellectuelle, indépendamment même de la qualité et de la commercialisation de l'invention, qui pose question et qui devrait poser question au système juridique. Ça, on le fait trop peu encore à l'heure actuelle. C'est cette pratique-là qui me semble poser question. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. J'ai aimé la dernière diapo sur...